Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Karaté Expert. Karaté Expert, en réalité, c'est karaté pour les faibles. C'est karaté en réalité pour des passionnés, pour des débutants, pour des amateurs, pour des étudiants. Et nous partageons le peu que nous connaissons avec les personnes qui sont disponibles pour partager leur passion du karaté avec nous. Et aujourd'hui, nous regardons un monsieur qui est assez important. Et nous regardons en réalité le cheminement d'un karatéka pour en réalité gagner de leur expérience, pour ne pas attendre la fin et s'étonner en réalité de notre cheminement alors que des autres ont cheminé devant nous avec la même voie. Parce qu'en réalité, le karaté, c'est une voie. C'est un chemin sur lequel, c'est une voie, c'est un chemin sur lequel en réalité il y a certaines personnes qui ont parcouru le chemin avec nous et c'est ça qu'on appelle le sensei. Un sensei ne veut pas dire maître, un sensei c'est quelqu'un qui est devant nous sur le chemin du budo, la voie. Et on peut regarder donc sur cette base-là pour voir, par exemple, que ce monsieur que nous allons regarder aujourd'hui s'appelle Robert Abezeter. Robert Abezeter, c'est un Français. Même si je prononce mal son nom, c'est un Français, Abezeter. C'est un Français qui a impacté son époque et le monde du karaté. Et ces maîtres-là, c'est important. Donc, lorsque nous rencontrons quelqu'un qui a une particularité, d'essayer de mettre en exergue cette particularité-là. Il est en réalité un élève de Sensei Henri Play. Henri Play, c'est ce grand Français qui a vulgarisé et externalisé les arts martiaux au niveau de l'Europe. Parce qu'en réalité, le karaté est particulièrement quitté de l'archipel de Ryukyu, avec la plus grande île de l'archipel de Ryukyu qui s'appelle Okinawa. Quand c'est remonté au Japon, ça a rencontré les, les voies, on peut dire les dos, les budo japonais qui étaient par exemple le judo, l'aïkido en réalité. Et le karaté s'est donc structuré et s'est donc modernisé pour être vulgarisé au Japon. Et le Japon lui-même a justement après la guerre exporté le karaté à travers les militaires américains et autres. Mais la version du karaté fait à Okinawa était assez particulière et ce n'était pas connu au Japon. C'est en 1922 avant 1922, lorsque l'empereur est en visite en Okinawa, il a vu justement cette pratique-là. Il était intéressé et ils ont donc organisé un showcase, une démonstration qui devait être faite justement au Japon pour montrer à l'empereur, aux Japonais, la particularité de ce qu'ils ont vu quand il est venu en visite à Okinawa. Et ils ont choisi pour faire cette démonstration Sensei Gishin Funakoshi, qui en réalité n'est pas le père du karaté, comme certains le disent. Il n'est pas aussi. C'est juste quelqu'un qui a participé à la vulgarisation. Mais bon, comme le karaté qui a été vulgarisé le plus rapidement était le Shotokan, les gens du Shotokan, bon, chacun tire la couverture de son côté, ils essaient de dire que bon, c'est le père du karaté moderne, tout ça. Mais bon, libre à eux. Et je peux donc dire que le karaté, donc, quand il a quitté du Japon, il s'est rapidement plutôt vulgarisé vers les États-Unis parce qu'il y avait les militaires américains qui, en réalité, après la guerre, je peux dire, s'ennuyaient ou ils se passionnaient par ce qu'ils voyaient au Japon et ils ont commencé à pratiquer. Et quand ils sont rentrés dans leur pays, ils ont continué à vulgariser. C'est pour ça qu'en réalité, le karaté s'est rapidement vulgarisé au Japon, aux États-Unis. Et il y a eu encore le général MacArthur. Je pense que, sans entrer dans l'histoire, lorsque le Japon a perdu la guerre, ce pays a été mis sous la régence, sous le contrôle, je pense, du général MacArthur. Les historiens peuvent encore mieux détailler cet aspect-là. Et c'est le général donc qui gérait généralement le Japon étant vaincu. Et à partir de lui-même, il y a eu des démonstrations qui ont été faites devant lui et ça l'a intéressé. Et il a permis donc la vulgarisation de ça au niveau de ses militaires et il a permis la pratique du karaté. Et les Américains donc ont été rapidement collés au karaté. Et c'est pour ça qu'on peut voir aujourd'hui les grands maîtres du Shitoryu. Shitoryu parce qu'il y a deux Shitoryu. Il y a Shitoryu avec SH, fondé par Kenwa Mabuni. Il y a Shitoryu avec CHITO, Shitoryu qui est fondé par Sensei Shitose.
qui est un médecin. Et c'est ce Shitoryu-là que moi, particulièrement, je pratique à travers le Shimboryu et que je suis encore en train d'apprendre. Je dis déjà merci à Anchi, Jean-Noël Blanchette, qui veut bien nous distiller à travers Sensei Watiri Sanogo. En tout cas, c'est pour dire que j'essaie de tracer en fait une. Puisque nous sommes au karaté pour les faibles, au karaté pour les faibles, c'est un certain historique qui peut aider les uns les autres pour bien comprendre pourquoi nous allons parler de Roland Appel. Ça veut dire justement que parmi les Américains qui sont ressortis de là avec une quintessence de karaté, dans le Shitoryu du sensei Shitose, qui veut dire l'art martial venu de Chine, l'art martial de Milan, l'art martial séculaire venu de Chine, c'est le Shitoryu que nous pratiquons. Il y a eu des grands Américains, je pense, ils devaient être militaires, comme Sensei Dométrique. C'est parce que là, j'ai vu une de ses interviews, il avait justement le logo du Shitoryu et apparemment c'est quelqu'un d'assez assis dans le Shitoryu. C'est comme ça donc qu'on peut voir que les Américains ont eu une facilité à s'initier au karaté. Par contre, au niveau de l'Europe, donc, on n'a pas eu vraiment cette facilité-là parce que il n'y a pas eu cette. Certes, il y avait de commerce entre le Japon et l'Europe, mais des infos que nous avons, le karaté s'est facilement exporté à partir de Henry Play. C'est pourquoi je parlais justement de la branche américaine du karaté, la branche occidentale ou européenne du karaté, qui est particulièrement liée à Henry Play, qui est donc quelqu'un d'assez particulier. Pourquoi je parle d'Henry Play? Parce qu'il est le maître donc justement de Roland Abelzeter. Il est aussi le maître de quelqu'un que je connais, d'assez particulier, Hanshi Muten Roshi, Hanshi Gérard Mené, qui est assez passionnant comme karatéka. Et il a pris la peine plusieurs fois de nous donner des cours ici sur Karaté Expert, des cours de plusieurs heures même, en donnant le détail sur les origines du karaté. Lui aussi, il était élève de Henri Play. Et au Cameroun, donc, puisque nous sommes basés au Cameroun, euh, il y a en réalité une nomenclature de grades faite par la fédération. Et lorsque je demandais à euh, maître Enama Simon, le cinquième que vous allez voir sur ce nom de ceinture noire, euh, il nous disait en réalité que le karaté est arrivé au Cameroun à travers un des élèves d'Henri Play. Voilà pourquoi je parlais justement de cette liaison-là, ces ramifications. Vous voyez que Henri Play justement a formé des grands Européens aussi, des grands Africains. Et un des élèves d'Henri Play est donc le fondateur du karaté au Cameroun. Nous sommes en train de faire des recherches là-dessus pour mieux comprendre qui il était, ainsi de suite. Si on peut retrouver ces élèves ou des éléments historiques plus concrets là-dessus. Et au Cameroun actuellement vivant, le plus gradé en karaté, c'est Maître Yamte Jonas, qui est assez fondamental comme sensei, comme maître. Il pratique du côté de Yaoundé après Omnisport, en fait. Il a un dojo là-bas et nous avons eu l'occasion plusieurs fois de le rencontrer. Et en réalité, nous pouvons donc voir que les ramifications du karaté sont larges. Sont larges et elles en fait, ces ramifications-là, euh, connectées à Henri Play, le français, on peut donc dorénavant voir pourquoi c'est important de voir la particularité de Robert Abezete, parce que lui aussi, il est connecté justement à la racine des grandes personnes qui ont vulgarisé le karaté. Et on peut dire que c'était en fait à l'époque le bon karaté. Et donc, comment moi je connais Robert Abedzete? Étant petit, mon partenaire à lui, il faisait le judo et le tai chi. Du moins, moi j'ai été passionné des arts martiaux, mais j'ai pas eu la chance d'avoir des gens qui vont m'initier. Et étant dans un environnement où il n'y avait pas déjà le karaté et dans un environnement où donc, notre karaté se contentait à ce qu'on voyait justement dans le film, on partait refaire et on se disait demain je vais mieux structurer ça. Et un jour, je tombe donc sur un livre de mon paternel, ce livre de judo. Et vous voyez là, vous allez voir là Robert Abezete.
C'est donc là que je connais cet auteur-là, parce que quand je lis le livre, je suis très passionné du livre. Et en réalité, le livre à partir d'un certain moment, l'auteur nous dit en réalité qu'il était allé jusqu'à quatrième dan au judo. Qu'il allait jusqu'à quatrième dan au judo. Et il dit qu'après son judo, il a retrouvé le karaté. Il a retrouvé le karaté. Je vais lire une partie de ce qu'il dit. Cela durera quelques années, puis il eut une l'amplification, car c'était aussi l'époque où apparaît quelques modules rassemblés autour de Maître Play, lui-même judoka de la première heure découvrir le karaté. J'ai eu la chance d'être gagné par cette nouvelle fièvre. J'y entrevis en effet dès le départ un nouveau chemin qui semblait répondre mieux encore à ma recherche et à mon tempérament. Peu à peu, le choix s'avéra inéluctable. J'ai fini par arrêter la pratique du judo pour ne plus me concentrer furieusement qu'à celle du karaté. Je n'ai jamais cessé depuis, mais mes années du judo me restent à jamais un souvenir et impérissable. Voilà donc quelqu'un qui arrive à quatrième dan en judo, mais il arrive quand même à être assez fondamental pour écrire en fait un gros livre. C'est vrai qu'il a écrit avec Maître Tadao Inogai, mais il a écrit un gros livre de judo. C'est comme ça que moi aussi, je m'initie au judo. Je voulais pratiquer du karaté, mais je ne connaissais pas vraiment où apprendre. Mais par contre, le judo, avec ce livre-ci, je pouvais déjà apprendre par moi-même parce que c'est un livre de jusqu'à premier dan. Ça donne tout le nécessaire. Donc, je commence à me mettre au judo. Et je me rends compte que j'aime pas trop le judo, pas parce que c'est problématique, mais parce que ça ne m'apprend pas à me battre ni à me contrôler. Oui, ça apprend à amener des gens à terre, faire des contrôles, mais dans la bagarre de rue, ceci c'est mon opinion personnelle. C'est totalement personnel. Je ne dis pas que c'est vrai, mais je ne me voyais pas en train de faire la bagarre de rue et me retrouver en train de faire du grappling, à arrêter les gens, et ainsi de suite. En bagarre de rue, je veux défendre et sans qu'on ne me touche et sans toucher la personne. Et c'est pour ça que j'apprends tous ces livres-ci du début jusqu'à la fin. Je pratique tout ça pendant des années. Mais après, je me dis, bon, c'est pas ce que je cherche. Et je me mets à autre chose, du taekwondo, où je fais du taekwondo. Je suis même enseignant de taekwondo. Mais par chance, en 2002, à Boko, à Douala, je commence à pratiquer le karaté. Malheureusement, étant assez jeune, j'ai oublié le nom de mon maître. Je ne le reconnais plus, je ne le retrouve plus. Mais si quelqu'un en réalité se retrouve en train d'être parmi ceux qui, à Borne 10, deuxième entrée Borne 10, ont fait du karaté à un moment donné et qui en réalité, pendant on travaillait souvent à Borne 10 et souvent on allait dans une école d'Amboko. Vraiment, si quelqu'un se retrouve dans cette génération-là ou dans ce cadre-là, merci de nous contacter, à nous écrire aussi sur cette chaîne ou sur, tous nos plateformes, sur une de nos plateformes en ligne. En réalité, donc, voilà pourquoi nous pouvons donc dire que je découvre Robert Abezet dans ce livre-ci et plus tard, donc, je me rends compte que c'est un monsieur assez fondamental dans le monde du karaté parce que il a migré donc, du karaté vers le judo et du judo, il a fait beaucoup de choses intéressantes. Et il a des cheminements qu'il a, il a proposé en fait ces cheminements, il a expliqué, comme beaucoup d'autres ont expliqué. Et je le découvre encore une fois de plus tard, dernièrement, dans la thèse de Hanshi Jean-Noël Blanchette, où qui est notre Soke de Shimburyu, qui est le maître fondateur du Shimburyu. Et il, en réalité, présente Roland Abezet comme quelqu'un euh, avec qui il a, en fait, ses travaux se sont inspirés des travaux de Roland Abezet. Et quoi qu'il a eu des différences de pensée, parce que l'un pense qu'on ne peut pas faire les arts martiaux sans intégrer le système spirituel japonais. Le second pense qu'on peut faire en intégrant d'autres systèmes. Et c'est pour ça qu'il a créé tout un art martial, le Shimburyu, que nous apprenons, que nous étudions, pour un jour espérer en fait comprendre mieux et en fait être des pratiquants plus assidus. Alors, Roland Abel-Cédédon est connu, est élève de Henri Play, il est connu par Jean-Noël Blanchette aussi, il est connu dans le monde du judo. Et on peut donc découvrir de ce monsieur-là qu'il est assez fondamental.
assez fondamentale. Et le voici, le monsieur. Euh, il est ce papa-ci. Voilà, le voici, ce monsieur. Et on peut regarder l'ensemble de ce que ce monsieur a fait. On peut regarder l'ensemble de ce que ce monsieur a fait à travers ses écrits. Ses écrits. Mais bon, avant d'arriver au niveau de ses écrits, nous allons voir en fait certains de ces... Nous allons d'abord regarder ses écrits. Nous allons regarder ses écrits pour voir justement que c'est un monsieur qui a beaucoup écrit. Il a écrit des dizaines et des dizaines de livres dans le domaine du karaté. Et ces dizaines et des dizaines de livres-là, en fait, on peut citer, parmi lesquels on peut citer apprenez par vous-même le karaté technique, Wado Ryu, le marabout du karaté, le karaté do, apprenez vous-même à cette défense, tous ces livres-là, voilà des livres écrits par euh, Maître Abel Zetter. C'est un monsieur donc qui a vraiment roulé sa bosse. Des dizaines et des dizaines de livres. Il a roulé sa bosse, il a roulé sa bosse. Il a écrit des livres sur le kung fu, il a écrit une autre version du Bibishi. Le Bibishi, c'est ce livre-là très très intéressant. Il garde les techniques secrètes des Bidoka, des samouraïs et ainsi de suite. Il écrit sur le Kobudo avec le Tonfa qui est ce bâton là utilisé par les gardiens que vous voyez un peu, les gardiens, c'est pas on va dire les vigiles. Il écrit des livres sur le judo, le kung fu. Il écrit des livres sur le combat à main ouverte. Il a créé selon le système d'apprentissage Shuali, il a créé on peut, c'est pas dire, on peut dire une branche qu'il appelait le Tengu. En fait, le Tengu, à la base, il dit que c'est pour ne pas se battre, mais pour ne pas quand même ne pas subir. Ça ressemble à la première règle de Sensei Gishin Funakoshi qui dit en karaté pas de première attaque. Je pense qu'en réalité, au niveau de ces grades, le système Shoali, en fait, je pense que nous avons parlé de ça plusieurs fois ici. C'est un système qui permet qu'un un karatéka intéressant devrait à la base suivre le maître. La phase suivre trois cheminements. La phase Shu, qui est de suivre le maître. On doit suivre le maître pour apprendre du maître. C'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui, si on est en train d'apprendre du maître, on apprend Takiku Shodan et Yan Shodan, on apprend les kata, Kyondo Zaichi, Nuji Ichiko, Zenshi Kotai, tout ça. On apprend du maître, on apprend. Et après, à un moment donné, on a appris assez pour en réalité être dans une phase où on peut dire oui, le maître m'a transmis, j'ai l'ensemble nécessaire pour moi-même comprendre à ma façon. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai des senpai au club où aujourd'hui, je leur transmets des choses qui font qu'à un moment donné, je peux m'asseoir et dire enseigne telle chose parce que c'est que sur ce point-là, au moins, je leur transmis tout ce que que je connaissais et il doit aussi transmettre cela sur ce point-là. Et c'est la phase où je peux dire, si j'apprends en fait un kata, si je l'envoie enseigner un kata, c'est parce que je lui ai appris tout ce qu'il y avait à apprendre sur ce kata-là. Il peut aller maintenant comprendre par lui-même ou faire d'autres recherches. Et la phase li, j'ai appris ça, c'était Chouari. Mais aujourd'hui, bon, apparemment, c'est Chouali. La phase ri, c'est au niveau où, si en fait tu as bien compris, tu devrais comprendre à ta façon. Et à ta façon, tu devrais présenter ta façon pour que ce soit différent de la façon du maître. Et c'est une phase qui permet en fait que beaucoup de personnes puissent faire une nouvelle manière de comprendre. C'est pour ça, soyons pas des senpai ou des sensei ou des enseignants ou des instructeurs qui ne donnons pas tout à nos élèves. Donnons-leur tout parce qu'en réalité, le karaté, c'est devant. C'est ce que je dis souvent au club. Je dis souvent au club, ça ne sert à rien de bloquer les gens derrière, bloquer les enfants à la ceinture jaune, à la ceinture orange, à la ceinture marron, bloquer les gens à la ceinture noire parce qu'on veut qu'ils soient en dessous de nous. Non. Il faut tout transmettre le plus efficacement possible et ne pas dire que non, je ne transmets pas rapidement. Mais il faut transmettre efficacement et même si c'est rapide, c'est pas parce que nous avons appris quelque chose en 2 ans qu'on doit forcément forcer les autres à apprendre 2 ans. Aujourd'hui, à un moment donné, je faisais en Shotokan
les 26 katas. C'est vrai, j'en ai oublié d'autres. Mais aujourd'hui, je transmets aussi le maximum de katas aux enfants et aux jeunes qui apprennent avec moi. Pas parce que je vais forcément dire qu'ils ont tout compris, mais parce que devant eux-mêmes, ils peuvent comprendre autre chose. Je vais pas faire quelqu'un fasse 6 mois sur Taekwondo si en réalité il connaît déjà Taekwondo ou si je pense que ça va déjà sur peut-être qu'il faudra qu'ils ne viennent pas connaître comme moi. Non, mon but c'est qu'ils connaissent même plus que moi. C'est pour ça aujourd'hui, comme je disais à quelqu'un dernièrement dans un échange, j'ai formé des gens qui ont eu la ceinture noire avant moi. Et ça ne m'a fait aucun mal. Et aujourd'hui, euh, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, ils ont arrêté et moi j'ai plusieurs dames au-dessus de la ceinture noire. Et bon, c'est pour dire que nous devons apprendre de ces grands maîtres-là. Et nous avons vu donc les gens comme les Roland Abezete qui arrivent à avoir des dizaines et des dizaines de livres. S'il devait garder ce qu'il connaît, s'il devait cacher ce qu'il connaît, c'est qu'il va mourir avec tout ça. Et nous allons voir justement vers la fin de sa vie ce qu'il dit. Aujourd'hui, c'est important de se dire, mais si des gens ont pu écrire des dizaines et des dizaines de livres, nous, qui sommes-nous qui cachons des petits katas, des petites techniques que nous connaissons, nous pensons que, on cache justement parce qu'en réalité, c'est une sorte de, désolé de le dire, c'est une sorte de médiocrité parce que justement, on cache parce qu'on se dit que bon, je ne connais que 5 choses. Et si je montre les 5 choses là, quelqu'un connaît, il va venir me dépasser, ainsi de suite. Parce que justement, ce type de personnes-là, ce sont des gens qui ont arrêté d'apprendre. Parce que quand on n'arrête pas, quand on continue d'apprendre, on ne peut pas justement cacher les choses. Et on peut donc voir que à son niveau, il a eu le troisième Q, la ceinture marron en 1961. Ça veut dire il y a, on peut dire, il y a 60, près de 63 ans. Et il a eu son premier dan en 1961. Il a eu le deuxième dan en 65, 69, troisième dan, quatrième dan en 72. Et il a eu des brevets de professeur de judo, d'aïkido, de karaté, de méthode de combat. Plus tard aussi, il s'est initié à l'arme. Je ne sais pas comment on appelle cette branche qui travaille le pistolet, tout ça. Bon, en titre, puisque on a la gradation, pour être sérieux aux arts martiaux, il y a la gradation Kyudan et la gradation en titre de maîtrise. Et c'est pourquoi nous faisons des arts martiaux traditionnels comme le Shimburu, parce que nous travaillons pour avoir des titres de maîtrise. Les titres de maîtrise, c'est par exemple le titre de Shidoin, de Shihan, de Renshi, de Kyoshi, de Hanshi. Et ces titres de maîtrise-là ne sont pas, c'est totalement différent des Dan. C'est pourquoi nous sommes navrés de voir dans notre environnement au Cameroun, les titres de maîtrise sont pris par des gens qui ont des Dan et ils ne peuvent pas justifier justement de ça parce que les gens ont été enseignés que avoir des Dan te donne des titres de maîtrise. Ce qu'on appelle des gens Renchi, en tout cas, ce sont des choses que nous travaillons en fait à vulgariser pour qu'on ne puisse pas confondre. Donc il devient Chian en 1973, il devient 7e dan en 82, 8e dan en 92 et 9e dan en 2006. Il devient Hanshi en 2006. Et le titre d'Hanshi est donné justement par un autre Hanshi ou par la DNBK, D Nippon Butokai. C'est un organisme qui coordonne en fait les arts martiaux japonais. Et c'est cet organisme-là qui a donc justement donné le titre de Hanshi à notre soccer au Shimburyu. Et en réalité, il a fait d'autres arts comme le Tai Chi Chuan, le Tai Chi Chuan. Il a, voilà, le Ti combat, ainsi de suite. Voilà donc un monsieur qui en réalité a roulé sa bosse jusqu'au 9e dan. Et c'est un monsieur particulier avec ces dizaines de livres-là. Ça devrait nous conduire à l'humilité. L'humilité, c'est justement de ne pas être ces personnes-là qui, lorsqu'on connaît un peu une petite chose, on veut garder, on veut cacher. Vraiment, ce monsieur a roulé sa bosse et pour avoir lu ses écrits, c'est un monsieur profond, profond. Et on peut regarder quelque chose qu'il a dit à la fin de sa vie, au terme de sa vie. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà ce qu'il dit d'assez fondamental en tant que praticien. C'est ça qui nous permet de faire cette vidéo pour qu'on ne puisse pas attendre la fin de notre vie pour pouvoir dire aussi comme lui. Il dit,
Après tant d'années de voyages et de découvertes, tant de rencontres et de vécus, tant d'espoir et de désillusions, tant de partages et de déceptions, tant de promesses et de mensonges, tant de confiance, tant de foi mal placées, tant d'émotions positives et négatives, le tout en tant d'années de temps comprimé et incroyablement intense, à un rythme où n'importe quel organisme ne peut s'user prématurément, ne peut que s'user prématurément. Je pense que cela suffit. Désormais, ce qui est fait étant fait, repli urgent sur mon périmètre de sécurité, ou ce qu'il en reste, vite respirer l'odeur des saisons et le temps. En réalité, c'est le chemin où nous suivons en réalité. À la fin du karaté, à la fin de notre vie, nous allons voir que qu'on ait été champion du monde, qu'on ait été fort, qu'on ait été 1000 fois médaillé, qu'on ait été le plus fort possible, qu'on ait été Anchi, qu'on ait été Anchi dans 15 arts martiaux spécifiques. La réalité, c'est qu'à un moment donné, on arrive à se dire tout ça est inutile. Après tant de choses. Il a fait le Japon, il a fait les continents, il a fait des choses, il a créé un style, il a écrit des dizaines de livres. À la fin, il dit quoi? Tout ça est inutile. Et il dit qu'il se replie vers son périmètre de sécurité. Le périmètre de sécurité, pour même si demain, toi et moi, nous devenons des experts en arts martiaux, on va certes aller enseigner sur des autres sur beaucoup d'endroits, on va voyager, mais à un moment donné, notre périmètre de sécurité serait notre dojo. Et après, on n'aurait même plus la force d'arriver à notre dojo. Et plus tard, notre périmètre de sécurité, ce serait notre véranda. Après, ce serait notre salon parce qu'on ne pourrait plus avoir la force d'arriver à la véranda. Après, ce serait notre lit parce qu'on n'aurait même plus la force d'arriver au salon. Après, on va rester sur le lit. Après, ce serait notre cercueil. Voilà la voie de l'homme. Voilà cette voie-là qui doit nous permettre en réalité, à la fin, de ne pas chercher à être le plus fort parce que je vois aujourd'hui, dans le domaine des arts martiaux dans notre environnement, au Cameroun ou pas, il y a tellement de bagarres entre les gens, tellement de bagarres entre les fédérations. Tel veut créer sa fédération, tel bloc, on écrit au ministre, tel veut créer tel veut avancer avec un style, tel bloc parce que c'est mon style qui est mieux, tel veut avancer, on le tue, on l'empoisonne, on fait des choses. En réalité, ils oublient que ils ne sont même pas au niveau de ces gens comme Robert Abezet qui ont écrit des livres dans plusieurs styles différents. Déjà, ils ne pratiquent plus parce que vous voyez, au niveau de, dans notre on devient des maîtres des maîtres de veste, des maîtres où on s'assoit, on dit que fais le takikusho comme ça, fais la technique, contracte les hanches, on est assis derrière, on ne montre pas parce qu'on sait que si on vient même montrer cela, ça va créer un problème. Comme dernièrement dans le groupe de la Ligue de karatéka de l'arrondissement de, je pense, Yaoundé 6, je pense. Dernièrement, on a choisi de faire un kata, de faire le kata Dion. Et en réalité, quelqu'un a envoyé une vidéo, il a dit, faisons le kata Dion. Tous les maîtres, ils ont dit, ok, on va faire. Personne n'a fait. Pourquoi? Parce que justement, ils savent que le kata qui est fait, en réalité, permet que tout le monde puisse savoir que depuis des années qu'on est dans le groupe, on va voir ensemble. Voilà le niveau de chacun. C'est parce qu'il y a ceux qui, déjà, ont oublié Dion. Il y a ceux qui, quand ils le font de façon avec des erreurs. Nous tous, nous faisons des erreurs, mais des erreurs qu'on peut dire, ce sont des erreurs de niveau ceinture blanche, des erreurs de niveau ceinture bleue, une erreur de ceinture, ainsi de suite. Et même après avoir fait tout ça parfaitement, il faut maintenant la compréhension du kata et tout le monde n'a pas cette capacité-là. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes, lorsqu'on dit testez dans votre environnement, dites faisons un kata, faisons quelque chose, et voir beaucoup de personnes vont fuir. Pas parce qu'ils ne connaissent pas, mais parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne sont pas exercés. Et quand j'ai fait, j'ai envoyé justement, et des gens ont critiqué, mais ils ont critiqué dans le sens de dire voilà telle chose. Et moi-même sur la vidéo, je voyais que oui, telle chose, il faut corriger. Et c'est comme ça que justement, j'ai travaillé avec les enfants au club pour qu'on corrige justement ça. Et c'est ça qui nous permet d'avancer. Mais il y a des gens qui n'ont plus la capacité de faire ça, mais ils savent seulement discuter, écrire au ministre, aller en justice, tuer les autres, faire les poisons, aller faire les trucs pour empoisonner les autres, parce qu'il est maître, pourquoi il a telle ceinture avant moi, pourquoi il veut montrer qu'il connaît Dion, je ne connais pas Dion, pourquoi il connaît qu'il fait tel style alors que moi, et ce sont les enfants que j'ai formés, pourquoi il veut avancer sans moi. Et voilà pourquoi en réalité, lorsqu'on regarde la vie des maîtres comme Robert Abezete, on peut être humble. Et on peut être humble et on peut voir ce qu'il dit. Vraiment, il dit après tant d'années de voyage, désormais, ce qui est fait est fait. Je me replie dans mon périmètre de sécurité. Et c'est important de voir que même le grand maître Yamte, aujourd'hui, quel que soit le fait qu'il soit 9e, nous pouvons constater que il peut justement, malgré le fait qu'il était très fort hier, il peut justement être aujourd'hui juste en train d'encadrer les autres.
pourquoi est-ce que les personnes qui ont des capacités ne trouvent pas le bonheur à encadrer les autres pour qu'ils soient plus forts que lui? Justement, peut-être parce qu'ils n'ont pas été enseignés sur la vraie notion d'humilité. Pas cette humilité qu'on montre qu'on est humble, mais cette humilité qui fait qu'on est heureux de voir quelqu'un que nous avons formé nous dépasser. Mais dans notre environnement, c'est très rare. C'est ça aujourd'hui. Il a fait des années sans faire certains passages de garde, sans faire certaines ceintures. Pas parce que je ne pouvais pas faire, mais parce que les gens qui m'encadraient ne voulaient pas justement que j'avance à une certaine vitesse. Et c'est déplorable, mais aujourd'hui, nous avons ces éléments-là partout dans notre environnement. Et malheureusement, ce n'est pas une très bonne chose. Pourquoi? Parce que quand on fait comme ça, en fait, on tue le génie des uns des autres. Et c'est très dangereux. Et qu'est-ce qu'il dit encore d'autre? Il dit en fait que il reste au final que je me sens profondément usé. C'est ça justement. Si on a fait vraiment du karaté, on va être usé. Aussi bien dans l'âme que dans le corps. On va être usé. Pourquoi? Parce que en Shimburyu chez nous, euh, il y a deux aspects du Shimburyu qui m'ont beaucoup marqué. En externe, on fait quelque chose, tout le monde peut faire en externe, mais à l'intérieur, c'est totalement différent. Et ça use. Pourquoi? Parce que je me retrouve, il y a des katas que je fais depuis des années et j'en vois et mon sensei, il dit, c'est pas toujours bien fait. Il dit depuis des années, il pas dit depuis des mois, depuis des années, que j'ai fait des katas et le sensei dit, c'est pas bien fait. Et c'est pour ça justement qu'on peut voir que ça use. Et c'est une très bonne chose parce que lorsqu'on fait le bon karaté, à l'extérieur c'est laid, c'est moche. Mais à l'intérieur, ça fait travailler des choses. La respiration, le ventre, ainsi de suite, ainsi de suite. Et si on n'apprend pas et si on bloque les enfants sur des petites choses, on ne va pas avancer. Et voilà pourquoi justement aujourd'hui, on a peut-être un certain niveau médiocre de karaté. On a des grandes ceintures, des grosses ceintures, mais des gens qui sont des bons théoriciens ou des spécialistes des techniques de base. Ça veut dire quelqu'un qui fait le bon agé, ok, mais le bon agé, ok, ne sert vraiment pas à quelque chose s'il n'est pas fait dans le bon intervalle. Ou les gens qui laissent plutôt le karaté pour avancer. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon corps est profondément, mon âme et mon corps sont usés d'un si long temps d'engagement, d'enthousiasme et de foi en l'homme déçu. Ces engagements qui ont pu faire peur à certains, qui ont sûrement découragé, voire fatigué beaucoup. Et donc, je me donne le droit de libérer enfin. Et il dit encore, avec cependant un gros regret, qu'aucun de mes deux enfants, ni de mes quatre petits-enfants ne soit jamais intéressé ni de près ni de loin, même pas de très loin à ce qui pouvait être ma démarche en vidéo. Avec l'engagement à vie qui en découlait et que j'aurais tenté d'assumer jusqu'au bout. C'est sans doute le prix que j'ai payé pour le respect de ce que j'ai toujours eu de leur propre choix. Observez justement quelqu'un qui a des dizaines de livres, qui a créé toute une école, qui a donc des disciples partout, mais que ses propres enfants, justement, n'ont pas adhéré. C'est pour ça que le roi Salomon peut dire, c'est traduit en latin, vanitas vanitum, omnias vanitas. Vanité de vanité, tout est vanité. Il y a rien de nouveau sous le soleil que la ruine de l'âme. Lorsque tu serais un grand karatéka, demain comme Robert Abezet, à la fin, tu vas te rendre compte que les conclusions que tu auras sont les mêmes que celles de Sensei Robert Abezet. Alors, méfions-nous, ne nous faisons plus autant de mal. Ne nous faisons plus autant de mal. Restons humbles et travaillons dans le sens de pouvoir vraiment transmettre autour de nous la passion de ce que nous connaissons, du peu que nous connaissons, et de laisser les autres de travailler, de nous suivre, d'être à côté de nous et de nous dépasser. La passion d'un enseignant, c'est que son élève puisse le dépasser. Et c'est difficile dans notre contexte africain camerounais, mais petit à petit, comme le dit le gâchot du Shimburyu, par la paix, le travail et la persévérance, nous atteindrons sûrement le but. Merci d'avoir écouté cet échange, cette exhortation sur les grands maîtres, particulièrement sur le sensei Robert Abelzeter. Vous pourrez trouver encore plus de détails sur lui et apprendre que les chemins que suivent ces gens-là, ce sont
en réalité, ce sont des modèles, des chemins que nous tous nous allons suivre. À la fin de notre vie, nous devons avoir un témoignage qui est proche de cela. Merci et à bientôt sur Karaté Expert.